Deux petites jumelles supplient un millionnaire de les emmener sur la tombe de leur mère. Quand il voit le nom sur la pierre tombale, il pâlit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil venait à peine de se lever quand Alexander Reed quitta son manoir pour se diriger vers le garage. La réunion avec les investisseurs japonais était fixée à 8 heures, et il aimait arriver au bureau avant tout le monde. Cela faisait partie de sa routine impeccable, celle-là même qui l'avait propulsé au sommet avant l'âge de 35 ans. « Bonjour, monsieur Reed », le salua le chauffeur, tenant déjà la portière de la limousine ouverte. « Bonjour, Robert », répondit-il automatiquement, vérifiant ses emails sur son téléphone en montant dans le véhicule. En s'installant sur le siège en cuir, Alexander sentit quelque chose de différent dans l'air. C'était peut-être le ciel d'un bleu inhabituel pour cette période de l'année, ou le silence des rues encore désertes, mais il y avait une sensation étrange, comme si l'univers retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. La limousine glissa en douceur à travers les grilles de la propriété et s'engagea sur l'avenue principale. Alexander resta absorbé par son téléphone jusqu'à ce que Robert freine brusquement, lui arrachant un grognement d'irritation. « Qu'est-ce que c'était que ça ? » « Désolé, monsieur, » répondit Robert en désignant l'avant de la voiture. « Des enfants dans la rue. » Alexander regarda par la fenêtre et vit deux petites filles debout devant la limousine. Elles avaient des cheveux châtains en désordre et portaient des vêtements élimés, bien trop grands pour leur petit corps. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 5 ans. « Mais que diable font-elles seules à 7 heures du matin » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le chauffeur. Les filles ne bougeaient pas. Elles restaient là, se tenant la main, fixant la voiture comme si elles attendaient quelque chose. Alexander soupira profondément. « Attendez ici », ordonna-t-il avant de sortir du véhicule. L'air du matin était frais, et il ajusta sa veste italienne sur mesure en s'approchant des enfants. Il réalisa alors qu'elles étaient des jumelles identiques. Elles avaient de grands yeux sérieux, des traits délicats et une expression de détermination qui semblait déplacée sur des visages si jeunes. « Ne devriez-vous pas être à l'école » demanda-t-il fermement, mais sans dureté. « Où sont vos parents » L'une des filles fit un petit pas en avant. « Je m'appelle Emily » dit-elle d'une voix étonnamment claire, « et voici ma sœur, Sophie. » Elle désigna la jumelle qui l'observait avec des yeux un peu plus méfiants. « Notre maman est au ciel. » Alexander sentit sa poitrine se serrer involontairement. Orpheline. Il ne connaissait que trop bien ce sentiment. « Je suis désolé, » dit-il en adoucissant son ton. « Mais ne devriez-vous pas être avec un adulte ? C'est dangereux pour deux petites filles d'être seules ici. Nous avons besoin de votre aide, » intervint Sophie, parlant pour la première fois. Sa voix était légèrement plus grave que celle de sa sœur. « Vous avez l'air gentil. » Il y avait quelque chose dans la sincérité de l'enfant qui le déstabilisa. Alexander regarda autour de lui, cherchant un adulte qui pourrait les surveiller à distance, mais il ne vit personne. « Mon aide pourquoi » répondit-il en consultant sa montre. Il commençait à être en retard. Emily ouvrit le petit sac à dos usé qu'elle portait et en sortit un carnet délavé aux pages volantes. « Nous voulons que vous écriviez une lettre à notre maman » expliqua-t-elle en lui tendant le carnet. « Nous ne savons pas encore très bien écrire. » Alexander regarda la fillette, puis le carnet, puis Robert qui attendait patiemment derrière le volant, et de nouveau les filles. La situation était absurde. Il avait une réunion qui pouvait définir l'avenir de son entreprise, et il se tenait là, sur le trottoir, abordé par deux enfants qui voulaient qu'il écrive une lettre à une personne décédée. « Écoutez, je dois vraiment y aller. »« S'il vous plaît » insista Sophie, ses yeux s'emplissant soudainement de larmes. « Maman attend. » Quelque chose dans le désespoir contenu de ces mots le percuta. Il se souvint de lui-même, un garçon maigre mendiant des bribes d'attention. Il soupira de nouveau. 5 minutes, séda-t-il en désignant un banc voisin. « Allons nous asseoir là-bas. » Les filles affichèrent des sourires identiques qui illuminèrent leurs visages sales et le suivirent jusqu'au banc. Alexander s'assit au milieu, une jumelle de chaque côté. Emily lui tendit le carnet, et Sophie sortit un crayon bien usé de la poche de sa robe. « Que voulez-vous lui dire » demanda-t-il, se préparant mentalement à écrire quelque chose de court pour en finir rapidement. « Qu'elle nous manque beaucoup » commença Emily. « Énormément » répéta Sophie en regardant les nuages comme si elle pouvait voir leur mère à travers eux. « Et que nous gardons toujours sa photo sous notre oreiller » continua Emily. Sophie plongea la main dans sa poche et en sortit une photographie pliée et froissée. « Tenez » dit-elle en la tendant à Alexander. « Pour que vous voyiez comme elle était jolie. »
Alexander prit la photo par politesse, prêt à noter ce que les filles dicteraient. Mais lorsqu'il déplia le papier et que ses yeux se posèrent sur l'image, le monde sembla s'arrêter. C'était le visage d'une jeune femme aux cheveux châtains, comme les filles, arborant un sourire qu'il connaissait mieux que son propre reflet dans le miroir. Sarah. L'air s'échappa de ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable, avant qu'il ne puisse se retenir, une larme glissa sur sa joue. Il l'essuya rapidement, mais ne put empêcher la boule qui se formait dans sa gorge. Sarah Morgan. Ça Sarah. Vous pleurez ? Demanda Emily, se penchant pour mieux voir son visage. Alexander ne pouvait pas parler. Les souvenirs l'envahirent, Sarah partageant son déjeuner avec lui quand il avait fui la maison, affamé, Sarah nettoyant ses blessures après les coups de son père, Sarah lui tenant la main aux funérailles de sa propre mère, Sarah l'encourageant à accepter une bourse d'études, même si cela signifiait partir. « Vous connaissiez notre maman ?» demanda Sophie, les yeux écarquillés de surprise. Alexander déglutit avec peine et hocha la tête, toujours incapable de former des mots. « Nous étions, commença-t-il, la voix brisée. Nous étions amis, il y a très longtemps. » Les jumelles échangèrent un regard étonné, puis se rapprochèrent de lui, soudainement curieuses. « Vraiment ?» s'exclama Emily, les yeux brillants. « Comment vous l'avez rencontré ?» Plus tard, dit Alexander en repliant soigneusement la photo et en la rendant à Sophie. Le passé pouvait attendre. Il devait maintenant comprendre la situation de ses filles. Depuis combien de temps est-elle partie ? 2 mois, 3 semaines et 4 jours, répondit promptement Emily. On compte chaque jour. Alexander ferma les yeux un instant, essayant d'assimiler l'information. Sarah était partie. Ses filles étaient livrées à elles-mêmes. Où habitez-vous ? Demanda-t-il, une alarme soudaine parcourant son échine. Qui s'occupe de vous ? Au 37 allée Westfield, appartement 2C, répondit Emily comme si elle avait mémorisé l'adresse. On s'occupe de nous-mêmes. On sait faire des nouilles instantanées et tout. La fierté dans sa voix fut comme un coup de poignard pour Alexander. Des enfants de 5 ans, seuls, cuisinant pour survivre. Mais les voisins aident, ajouta Sophie. La dame du 3 laisse parfois de la nourriture à notre porte. Alexander se leva brusquement, glissant la photo dans la poche intérieure de sa veste. La réunion avec les investisseurs japonais, les millions en jeu, tout semblait désormais insignifiant. « Écrivons cette lettre », dit-il en se rasseyant. « Ensuite, je vous ramènerai à la maison. » Les filles dictèrent leurs mots de manque et d'amour, racontant à leur mère leur journée, à quel point elles étaient courageuses, et comment elles croyaient maintenant que les étoiles étaient ses yeux. Alexander nota chaque mot, luttant contre l'émotion qui menaçait de déborder. Quand il eut terminé, Sophie le regarda timidement. « Vous pouvez signer aussi ?» demanda-t-elle. « Pour que maman sache qu'on a un nouvel ami. » Alexander hésita, puis signa son nom à la fin de la lettre. Une autre boule se forma dans sa gorge en pensant à toutes les années passées sans contacter Sarah. S'il était resté en contact, peut-être serait-elle encore en vie. Peut-être que ses filles ne seraient pas seules. « Allons-y », dit-il en se levant et en tendant ses mains aux filles. « Ma voiture nous attend. » Alors qu'il marchait vers la limousine, Sophie serra sa main fermement et leva les yeux vers lui. « Maman a dit qu'un ange viendrait pour nous, dit-elle doucement. C'est peut-être vous. » Alexander sentit un frisson le parcourir. Il n'était pas un ange, loin de là. Il n'était qu'un homme qui avait oublié son humanité au milieu de la richesse et du pouvoir. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il faire ce qui était juste, maintenant. « Je vais vous aider », promit-il en leur ouvrant la portière. Tandis que les jumelles s'installaient sur les sièges en cuir, Alexander donna des instructions à Robert et envoya un message pour annuler sa réunion. Certaines choses étaient plus importantes que les affaires. Sarah le lui avait appris autrefois, et maintenant, à travers ses filles, elle semblait le lui réapprendre. La limousine s'arrêta devant un immeuble délabré de l'allée Westfield. Alexander observa par la fenêtre la structure décrépite, aux murs écaillés et aux fenêtres rafistolées avec du ruban adhésif. Un endroit où l'espoir semblait aussi rare que le confort. « C'est ici », dit Emily en ouvrant déjà la portière. 3e étage, appartement 2C. Alexander hésita. Une partie de lui voulait monter, voir comment elle vivait, faire quelque chose immédiatement. Mais une autre partie, peut-être la peur, peut-être la culpabilité, le cloua à son siège en cuir. « Vous êtes sûr que ça ira toute seule ?» demanda-t-il, regardant les 2 petites silhouettes sauter sur le trottoir fissuré. Sophie hocha la tête, ajustant son sac à dos usé sur son épaule. « On va toujours bien. »
Il y avait une maturité dans ses yeux qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà affronté trop de pertes. Alexander sortit son portefeuille et en tira quelques billets. Pour la nourriture, expliqua-t-il en les tendant à Émilie. La fillette regarda sa sœur, hésitante. Maman a dit de ne pas prendre d'argent des inconnus, rappela-t-elle. Mais il connaissait maman, raisonna Sophie. Ce n'est pas un inconnu. Émilie prit l'argent et le plaça soigneusement dans la poche de sa robe usée. Je reviendrai demain, promit Alexander, la gorge nouée. Ça ira jusqu'à ce moment-là? On va toujours bien, répondit simplement Sophie. Il les regarda marcher vers l'entrée de l'immeuble, si petite face à la structure en décomposition, et disparaître par la porte. Il ne les suivit pas, il ne vit pas où elle vivait, mais dans son esprit, il imaginait déjà le pire. « Ramenez-moi à la maison, Robert », ordonna-t-il au chauffeur, incapable de détacher ses yeux de l'entrée de l'immeuble, même après que les filles eurent disparu. Pendant tout le trajet de retour vers son manoir, Alexander resta silencieux, la photo de Sarah en sécurité dans sa poche comme un talisman douloureux. La ville défilait en un flou par la fenêtre de la limousine, le contraste entre l'opulence des quartiers riches et la misère de l'allée Westfield plus apparent que jamais. Sa maison, un manoir imposant dans une communauté privée exclusive, n'avait jamais semblé aussi froide et vide que lorsqu'il pénétra dans le grand hall d'entrée. Le marbre poli, les lustres en cristal, les œuvres d'art originales, tout semblait se moquer de lui. « Monsieur Reed, il y a un appel de » commença sa gouvernante. « Annulez tout » l'interrompit-il en montant déjà les escaliers. « Je ne veux pas être dérangé. » Dans sa chambre, Alexander ferma la porte à clé et se dirigea directement vers le spacieux dressing. Tout au fond, derrière des rangées de costumes italiens et de chaussures faites à la main, se trouvait un coffre en cèdre qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Le seul souvenir qu'il avait gardé de sa vie avant de devenir Alexander Reed, l'implacable magnate des affaires. Il traîna le coffre au centre de la pièce et le fixa un long moment. À l'intérieur se trouvaient tous les souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir, tous les sentiments qu'il avait appris à ignorer pour bâtir son empire. Avec des mains légèrement tremblantes, il tourna la petite clé dans la serrure. L'odeur du passé s'échappa lorsqu'il souleva le couvercle, du vieux papier, des souvenirs poussiéreux, une vie oubliée. Sur le dessus se trouvait une enveloppe jaunie. Alexander l'ouvrit avec précaution, révélant une photographie. Sarah, à 16 ans, souriant sous un chêne dans le parc où ils avaient l'habitude de se retrouver. Son sourire, le même qu'il avait vu ce jour-là sur les visages de ses filles, irradiait une confiance tranquille qui l'avait toujours fasciné. « Sarah » murmura-t-il en passant ses doigts sur l'image. Le souvenir revint avec une netteté saisissante, comme si c'était arrivé la veille. C'était une froide journée d'automne. Alexander se cachait dans la petite cabane abandonnée du parc, grelottant de froid et de faim. Il s'était encore enfui de la maison après une nouvelle raclée de son père. À 12 ans, il connaissait déjà toutes les cachettes du quartier. La porte de la cabane grinça et il se plaqua contre le mur, prêt à fuir. Mais ce n'était que Sarah, portant son sac d'école usé. « Tu saignes » dit-elle en désignant la coupure sur sa tempe. « Ce n'est rien » marmonna-t-il en évitant son regard. Sarah ne dit rien de plus. Elle s'assit à côté de lui et ouvrit son sac. Elle en sortit un sandwich emballé dans du plastique et le cassa en deux. « Tiens » offrit-elle une moitié. « Ma mère en fait toujours plus que ce que je peux manger. » Il savait que c'était un mensonge. La mère de Sarah avait à peine assez d'argent pour nourrir sa propre fille, mais il accepta car sa faim était plus forte que sa fierté. Pendant qu'il mangeait, elle nettoya la coupure sur sa tempe avec un mouchoir propre. « Tu peux rester dans notre garage ce soir » proposa Sarah comme si elle l'invitait à une fête. « Ma mère travaille de nuit, elle ne te verra pas. » Alexander la fixa, méfiant. « Pourquoi tu m'aides » Sarah haussa les épaules. « Parce que personne d'autre ne le fera. » Alexander cligna des yeux, revenant au présent. Il posa la photo sur le lit et continua de fouiller dans le coffre. Il trouva un vieux cahier d'école avec des notes de l'écriture ronde de Sarah griffonnées dans les marges. « Tu peux le faire, Alex. Souviens-toi de la formule. » Pendant des semaines, elle l'avait aidé à étudier pour les examens alors qu'il prétendait ne pas se soucier des notes. Un autre souvenir fit surface. « Ma mère a perdu son travail », avait dit Sarah alors qu'ils étudiaient sous la faible lumière de la bibliothèque publique. Ils avaient 15 ans et elle travaillait à temps partiel dans un restaurant après l'école. « Ça ira » avait demandé Alexander, inquiet. Sarah avait haussé les épaules, mais il avait vu la peur dans ses yeux. « On trouvera une solution. » Cette nuit-là,
il dormit sur le canapé de la petite maison de Sarah. Sa mère avait accepté sa présence permanente après le troisième œil au beurre noir. Le lendemain, Alexander trouva un travail de déchargement de caisse au marché local. Il tendit son premier salaire à Sarah. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, surprise. « Le loyer » répondit-il d'un ton neutre. « Tu n'es pas obligé. »« Si, je le suis » l'interrompit-il. « Je te le promets, Sarah. Je ne te laisserai jamais manquer de rien. » Alexander déglutit avec difficulté, la culpabilité pesant sur lui comme du plomb. Alexander avait 17 ans quand il fit cette promesse. À 18 ans, il obtint une bourse pour une université lointaine. Sarah l'exhorta à y aller, même si cela signifiait le laisser partir. « Va poursuivre ton rêve » avait-elle dit. « Je m'en sortirai. » Au début, ils se parlaient au téléphone chaque semaine. Puis une fois par mois. Quand Alexander obtint son premier stage dans une entreprise prometteuse, les appels se firent rares. Il était trop occupé à construire sa carrière. Le temps que l'entreprise décolle et qu'il devienne millionnaire avant 30 ans, les appels avaient complètement cessé. La dernière liasse dans le coffre contenait des coupures de journaux sur ses succès, des histoires du jeune prodige des affaires que Sarah avait gardées et lui avait envoyées. Dans la dernière lettre qui accompagnait les coupures, elle avait écrit « J'ai toujours su que tu changerais le monde, Alex. Je suis si fier. » Il n'avait jamais répondu. Alexander referma le coffre d'un coup sec et s'assit à son bureau. Il alluma son ordinateur et commença à chercher le nom de Sarah. Il devait savoir ce qui s'était passé, comment elle en était arrivée là. Il trouva une petite nécrologie dans le journal local, datée de 2 mois. Sarah Morgan, 34 ans, assistante pédagogique à l'école primaire de Lincoln, est décédée des suites de complications d'une pneumonie. Elle laisse derrière elle ses filles jumelles, Emily et Sophie, âgées de 5 ans. Les filles restent sous la garde temporaire des voisins jusqu'à ce que les autorités décident de leur sort. Une pneumonie. Une maladie tout à fait traitable au XXIe siècle. Ses mains tremblaient alors qu'il continuait ses recherches. Il trouva un profil de financement participatif que Sarah avait créé. Elle avait essayé de récolter de l'argent pour son traitement. « Je dois rester forte pour mes filles », lisait-on dans la description. L'objectif était de 25 000 $ pour l'hospitalisation et les médicaments spécialisés. Elle n'avait récolté que 3 000 $. Alexander eut la nausée. 25 000 $. Ce qu'il dépensait pour un seul dîner d'affaires. Ce qu'il perdait lors d'un pari de golf anodin le week-end. « Pourquoi n'es-tu pas venue me voir, Sarah » murmura-t-il à la pièce vide. Mais il connaissait la réponse. Parce qu'il était parti. Parce qu'il avait ignoré ses lettres pendant des années. Parce qu'il avait été si absorbé par son empire qu'il avait oublié la seule personne qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. La promesse rompue pesait sur lui comme un fantôme. « Je ne te laisserai jamais manquer de rien. » Alexander jeta un coup d'œil à la photo de la jeune Sarah, puis à l'écran d'ordinateur montrant les jumelles sur sa page de financement. Il ne pouvait pas ramener Sarah, mais peut-être pouvait-il tenir sa promesse d'une autre manière. Il décrocha le téléphone. « Robert, préparez la voiture pour demain matin », ordonna-t-il. « 7 heures. J'ai quelque chose d'important à faire. » Alexander arriva à l'allée Westfield avant 8 heures du matin. L'immeuble où vivaient les jumelles paraissait encore plus décrépit à la lumière du jour. Des taches d'humidité grimpaient sur les murs extérieurs, le plâtre tombait par endroits et certaines fenêtres étaient rafistolées avec du carton. Un instant, il hésita à l'intérieur de la limousine. Il se sentait comme un intrus, ici, avec son costume à 3 000 $ et ses chaussures italiennes. Mais l'image des petites filles seules le propulsa hors de la voiture. « Je reviens dans quelques heures, Robert », dit-il au chauffeur, puis il se dirigea vers l'immeuble. Le hall d'entrée sentait le moisi et l'urine. L'ascenseur portait une pancarte hors service qui semblait être là depuis des années. Alexander prit les escaliers, remarquant les marches fissurées et une rampe chancelante. Au 3e étage, il s'arrêta devant l'appartement 2C et frappa. Il attendit. Frappa de nouveau, plus fort. Rien. Une légère panique monta. Où étaient les filles? Alors qu'il s'apprêtait à frapper une 3e fois, la porte de l'appartement voisin s'ouvrit. Une femme âgée aux cheveux blancs noués en un chignon désordonné et portant des lunettes épaisses le dévisagea avec méfiance. « Si vous cherchez les filles, elles sont avec moi, » dit-elle, la voix étonnamment ferme pour quelqu'un d'aussi frêle. « Ici » demanda Alexander, confus. « Appartement 3A » répondit la vieille dame en indiquant sa porte. « Je suis Greta. Je m'occupais d'elle quand Sarah devait faire des heures supplémentaires. »
20. Elle ne termina pas la phrase, mais le sens était clair. Puis-je les voir demanda Alexander, sentant sa gorge se nouer. Greta le toisa de la tête aux pieds. C'est vous l'homme qui les a ramenés hier. Ce n'était pas une question, mais il hocha la tête. Je connaissais Sarah. Nous étions amis d'enfance. Cela sembla la satisfaire, en partie. Elle dorme encore, dit-elle, mais elle s'écarta pour le laisser entrer. Le petit appartement semblait aussi usé de l'intérieur que de l'extérieur. Le papier peint se décollait à de nombreux endroits, le canapé avait des déchirures raccommodées avec du ruban adhésif, et une odeur d'humidité persistait. Mais c'était propre, et il y avait un effort visible pour maintenir une certaine dignité au milieu de la pauvreté. Elles dorment là, dit Greta en désignant une petite pièce dont la porte était entr'ouverte. Alexander s'approcha doucement. La chambre était minuscule, probablement celle de Greta. Par terre, sur un matelas fin, Émilie et Sophie dormaient enlacées, comme si elles ne formaient qu'une seule personne. Une unique couverture légère les recouvrait du froid matinal, et entre leurs petits corps reposait le carnet usé où elles avaient écrit la lettre à leur mère. Le cœur d'Alexander se serra. Ce n'étaient que des enfants. Des enfants qui avaient tout perdu et s'accrochaient l'une à l'autre comme à des bouées de sauvetage. Alors qu'il les observait, Sophie s'agita dans son sommeil, murmurant quelque chose. Il se pencha pour écouter. « Maman a dit que tu étais un ange », chuchota-t-elle, encore à moitié endormie, dans cet état entre le rêve et l'éveil. « Mais tu as mis si longtemps à venir. » Alexander sentit un frisson. L'enfant rêvait, évidemment. Sarah n'aurait pas pu lui parler de lui, elle ne pouvait pas savoir qu'il se présenterait un jour. « Elles parlent toujours dans leur sommeil », expliqua Greta derrière lui. « Je pense que c'est leur façon de garder leur mère en vie. »« Depuis combien de temps sont-elles avec vous ?» demanda-t-il en reculant pour ne pas les réveiller. « Depuis que Sarah a été hospitalisée, il y a 3 mois. Au début, c'était juste le temps qu'elle aille mieux. » La voix de la vieille dame s'éteignit. « Maintenant, j'attends que les services sociaux décident. Ce n'est pas officiel, vous savez. Je suis trop vieille pour adopter et ma santé n'est pas bonne. » Alexander hocha la tête, comprenant la situation précaire. « Je veux aider. » Greta sourit faiblement. « Elles ont besoin de plus de stabilité que de charité, Monsieur Reed. » Alexander Reed ? Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « L'homme d'affaires des magazines ? » Oui. Sarah gardait des coupures de journaux sur vous, dit Greta, le regardant maintenant avec un nouvel intérêt. Elle n'a jamais mentionné qu'elle vous connaissait personnellement. Avant qu'Alexander ne puisse répondre, un bruit vint de la chambre. Les filles s'étaient réveillées. Émilie fut la première à apparaître dans l'encadrement de la porte, se frottant les yeux endormis. Quand elle vit Alexander, son visage s'illumina. « Tu es vraiment revenu » s'exclama-t-elle en courant pour lui serrer les jambes. Sophie suivit de près, plus prudente mais tout aussi heureuse. « Je croyais que c'était un rêve », dit-elle, sa petite voix remplie de soulagement. Alexander sentit quelque chose se briser en lui, un mur qu'il avait construit au fil des ans pour séparer l'homme qu'il était du garçon qu'il avait été. « J'ai promis que je reviendrais, n'est-ce pas ?» sourit-il en s'accroupissant à leur hauteur. « Et j'ai une idée. Et si on allait au parc aujourd'hui ?» Le parc central de la ville était presque vide à cette heure matinale. Alexander regardait Émilie et Sophie courir dans l'herbe, leur rire résonnant dans l'air vif. Avec leurs vêtements en lambeaux et leurs chaussures usées, elles ressemblaient toujours à des fleurs sauvages, petites, résilientes, déterminées à s'épanouir malgré les obstacles. « Plus haut !» cria Émilie, assise sur une balançoire. Alexander la poussa doucement, surpris par la légèreté qu'il ressentait. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose d'aussi simple que de pousser quelqu'un sur une balançoire. Sa vie avait été une course constante de tâches importantes, de réunions décisives, de contrats de plusieurs millions de dollars. Et maintenant, il découvrait que le rire d'un enfant pouvait apporter plus de satisfaction que la conclusion de n'importe quel contrat. « C'est mon tour », se plaignit Sophie en tirant sur la manche de sa veste coûteuse. Il alterna entre les deux, s'assurant que chacune ait la même attention. C'était étrange de voir à quel point cela semblait naturel, comme si quelque chose de dormant en lui se réveillait. « Tu connaissais vraiment notre maman ?» demanda Émilie lorsqu'ils s'arrêtèrent pour se reposer sur un banc. Alexander hocha la tête, sentant la boule familière dans sa gorge. « Nous étions amis quand on était enfants. On habitait dans le même quartier. Elle était jolie quand elle était petite ?» voulut savoir Sophie. « C'était la plus belle personne que j'ai jamais connue » répondit-il honnêtement. « À l'intérieur comme à l'extérieur. »
Les filles sourirent, fières. Elle nous chantait une chanson tous les soirs, dit Émilie. Sa chanson sur un petit oiseau qui cherche son nid. Et elle me tressait les cheveux, ajouta Sophie. Elle disait que je ressemblais à une princesse. Elle faisait des gâteaux d'anniversaire en forme de papillon, poursuivit Émilie, excitée de parler de sa mère. Et elle réparait nos jouets quand ils étaient cassés. Une à une, les petites histoires peignaient le portrait de la Sarah adulte qu'Alexander n'avait jamais connue. La mère aimante, ingénieuse et dévouée qui faisait des miracles avec peu de moyens. J'ai faim, annonça soudainement Émilie en se tenant le ventre. Alexander consulta sa montre. Il était presque midi. Allons manger quelque chose. Il y avait un café chic de l'autre côté de la rue, mais les filles désignèrent un stand de hot-dog au milieu du parc. Maman nous en achetait parfois, expliqua Sophie. Les dimanches spéciaux. Alexander sourit et les conduisit au vendeur. Il commanda 3 hot-dogs bien garnis et des sodas, regardant les filles manger avec enthousiasme. Il toucha à peine le sien, se souvenant de la façon dont Sarah avait partagé son déjeuner avec lui quand ils étaient enfants. « Tiens, Alex. » Le gentil mensonge pour qu'il ne se sente pas comme un mendiant. « Vous allez à l'école » demanda-t-il, réalisant que c'était un jour de semaine. Les jumelles échangèrent un regard. « On allait à la même école où maman travaillait » répondit Émilie. « Mais après qu'elle est allée au ciel, on a arrêté. Personne ne nous y emmène » expliqua simplement Sophie. « Et c'est trop loin pour y aller seul. » Alexander prit une profonde inspiration, maîtrisant la colère qui bouillonnait en lui. Une autre chose qu'il devait régler. « Je veux vous emmener chez un médecin aujourd'hui » annonça-t-il une fois qu'elles eurent fini de manger. « Pour un bilan de santé. »« On est malade » demanda Sophie, alarmée. « Non, ma chérie. Juste pour s'assurer que vous êtes en bonne santé, » sourit-il, essayant de la rassurer. « Et après, on ira vous acheter de nouveaux vêtements. Ça vous dit ?» Les yeux des filles s'écarquillèrent d'excitation. « Je peux avoir une robe rose ?» demanda Émilie. « Avec des pois blancs ?» ajouta Sophie. « Vous pourrez avoir tout ce que vous voulez » promit-il en leur tenant leurs petites mains. Quelques heures plus tard, ils étaient de retour chez Greta. Les filles portaient des sacs de vêtements neufs, pas autant qu'Alexander aurait voulu en acheter, mais même ainsi, les enfants semblaient déjà dépassés par la nouveauté. Le médecin privé qu'Alexander connaissait avait confirmé que, bien que leur nutrition ne soit pas idéale, les jumelles étaient fondamentalement en bonne santé. Elles avaient besoin de quelques vitamines et d'un suivi dentaire, mais rien de grave. Une bénédiction, compte tenu des circonstances. « Greta, regarde ce qu'on a eu !» s'exclama Émilie en courant pour montrer ses nouveaux trésors dès leur arrivée. Pendant que les filles exhibaient avec enthousiasme chaque vêtement, Alexander prit Greta à part. « Pourrions-nous parler un instant ?» La vieille dame hocha la tête et le conduisit dans la petite cuisine, loin des oreilles avides des enfants. « Comment Sarah a-t-elle atterri ici ?» demanda directement Alexander. « Dans cet endroit ?» Greta soupira, s'affaissant lourdement sur une chaise de cuisine. Elle est arrivée enceinte, il y a 5 ans, cherchant un endroit bon marché pour repartir à zéro. Elle ne parlait jamais beaucoup du passé, mais on voyait qu'elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Le père des filles ? Un bon à rien, cracha Greta. Il s'est pointé une fois, quand les filles étaient bébés, ivres et réclamant de l'argent. Sarah l'a mis dehors et a menacé d'appeler la police s'il revenait. Elle secoua la tête. Il n'est jamais revenu. Et comment subvenait-elle à leurs besoins ? Avec de grands sacrifices, répondit Greta. Elle était aide-enseignante à l'école primaire le jour. La nuit, elle nettoyait des bureaux en ville. Le week-end, elle vendait de l'artisanat sur les marchés. Elle a travaillé jusqu'au dernier jour, même si elle était déjà malade. Pourquoi n'a-t-elle pas cherché de l'aide ? Demanda Alexander, la question le hantant. Je lui ai posé la même question quand la pneumonie s'est aggravée, soupira Greta. Elle disait qu'elle avait déjà trop demandé aux gens, qu'elle avait appris à se débrouiller seule. Alexander ferma les yeux, imaginant Sarah, épuisée, malade, se battant seule. Elle se privait de tout pour elle-même, continua Greta. Elle raccommodait ses propres vêtements pour pouvoir acheter des livres pour enfants aux jumelles. Elle faisait durer un repas pendant des jours pour qu'elles puissent avoir des fruits. Parfois, elle disait qu'elle avait déjà mangé au travail, juste pour que les filles aient de plus grosses portions. Chaque mot était comme un coup de poignard pour Alexander. Pendant qu'il vivait dans un manoir avec du personnel répondant à tous ses caprices, Sarah s'était battue pour survivre. Noël dernier, poursuivit Greta, elle a confectionné de nouvelles robes pour les filles avec des chutes de tissu qu'elle avait obtenues gratuitement dans un magasin.
Elle a passé des nuits à coudre après qu'elle se soit endormie. Elles étaient si heureuses, elle pensait que c'était de la magie. Alexander imagina Sarah, assise dans la pénombre, cousant tard dans la nuit, les doigts endoloris, juste pour voir le sourire de ses filles le matin de Noël. Quand elle est devenue trop malade pour travailler, elle a vendu la seule chose de valeur qu'elle avait, un collier qui appartenait à sa mère. Elle a obtenu une petite somme d'argent, mais a payé le loyer pour un mois de plus. Greta essuya une larme. Elle m'a fait jurer de garder les filles ensemble si quelque chose arrivait. C'était sa plus grande peur, qu'elles soient séparées dans différentes familles d'accueil. Alexander sentit un nœud dans sa gorge. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais contacté? J'aurais pu aider. Greta le regarda attentivement. Elle gardait vos coupures de presse, vous savez. Les articles de journaux, les magazines. Elle les montrait aux filles en disant « Regardez comme il change le monde ». Mais je pense qu'il y avait un gouffre immense entre vous, entre votre monde et le sien. Un gouffre qu'il avait lui-même construit, pensa Alexander. Chaque promotion, chaque acquisition, chaque compte en banque, des pas qui l'éloignaient de ses origines, des gens qui comptaient. À l'hôpital, continua Greta, quand elle était très faible, elle a parlé de vous. Elle a dit que vous étiez comme des frères et sœurs autrefois, que vous aviez suivi votre chemin, comme il se devait. La vieille dame ajusta ses lunettes. Il n'y avait pas de ressentiment, vous savez. Juste une triste acceptation que la vie sépare les gens. Alexander baissa la tête, incapable de supporter le poids de ces mots. Sarah avait continué à croire en lui, même quand il l'avait oublié. Que adviendra-t-il des filles maintenant? Demanda-t-il après un long silence. Les services sociaux cherchent un foyer pour elles. Ils voulaient les emmener dans un refuge temporaire, mais j'ai supplié de les garder ici jusqu'à ce qu'une famille soit trouvée. Greta hésita. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrai m'en occuper. Ma santé est fragile et ma pension couvre à peine mes propres dépenses. De retour dans le salon, Alexander trouva Emily et Sophie endormies sur le petit canapé, épuisées par les émotions de la journée. Elles étaient blotties l'une contre l'autre, comme toujours, serrant le carnet de Sarah entre elles. Elles ressemblaient à des anges. Il s'agenouilla à côté d'elles, étudiant leur visage paisible dans la pénombre de cette modeste pièce. Il fit une promesse silencieuse à Sarah, où qu'elle soit. « Je ne les abandonnerai pas comme je t'ai abandonné. Je les aimerai et les protégerai, comme tu l'aurais fait. Je ferai mieux, pour elle et pour toi. » La culpabilité d'avoir abandonné Sarah était un fardeau dont il ne se défrait jamais complètement. Mais peut-être, juste peut-être, en prenant soin de ses filles, pourrait-il commencer à se racheter. Les jours se transformèrent en semaines, et Alexander établit une routine qu'il n'aurait jamais imaginée. Son bureau, autrefois un sanctuaire inviolable, avait maintenant des dessins d'enfants sur les murs et 2 petits manteaux accrochés près de la porte. Son emploi du temps, autrefois rempli de réunions et de dîners d'affaires, comportait désormais des plages horaires sacrées intitulées « Parc avec les filles » et « Soirée cinéma ». La transition n'avait pas été facile. Alexander avait obtenu la garde temporaire des jumelles après une série d'audiences et d'évaluations. Les services sociaux, initialement sceptiques face à un homme riche et célibataire sans expérience parentale, avaient été convaincus par son engagement sincère et par les conditions de vie précaires des filles. Malgré tout, il était sous évaluation régulière et savait que le moindre faux pas pouvait lui coûter leur garde. « Sophie, tu t'es brossé les dents ?» demanda Alexander en essayant de coiffer Emily pour l'école. « Oui », répondit la fillette, apparaissant à la porte de la salle de bain, la brosse à dents toujours à la main et du dentifrice sur le menton. Alexander sourit, attrapant un mouchoir pour lui essuyer le visage. Réessaie, et cette fois, avec de l'eau, d'accord? Ces petits moments, enseigner, guider, prendre soin, étaient entièrement nouveaux pour lui. Au début, il se sentait complètement perdu. Il ne savait pas ce que des enfants de 5 ans devaient manger, à quelle heure ils devaient dormir, ou comment les réconforter quand ils faisaient des cauchemars. Il engagea une nounou professionnelle pour l'aider pendant la journée, mais il insistait pour être présent le matin et le soir. Il voulait être plus qu'un pourvoyeur de fonds, il voulait être une présence constante, comme Sarah l'aurait été. « Je peux emmener Monsieur Bouton à l'école aujourd'hui ?» demanda Emily, tenant un ours en peluche élimé qu'elle avait ramené de l'ancien appartement. « Il ne va pas s'ennuyer dans ton sac à dos ?» demanda Alexander, terminant la tresse de ses cheveux avec une habileté nouvellement acquise. Emily y réfléchit sérieusement. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il reste ici et qu'il surveille ton bureau. Alexander sourit. C'était incroyable comme les filles pouvaient être matures un instant et complètement enfantines le suivant. Prêt pour la journée, Monsieur Bouton?
demanda-t-il à l'ours en le plaçant en position de garde sur son bureau. Émilie gloussa, ravie du jeu. Pour Alexander, c'était encore surprenant de voir à quel point le son de ce rire pouvait combler des espaces vides dans son cœur dont il ignorait l'existence. Le week-end, Alexander emmena les filles au parc avec leurs nouvelles bicyclettes. Il en avait acheté une pour chacune, avec des petites roues, des casques et tout l'équipement de sécurité nécessaire. Les jumelles étaient folles de joie, elles n'avaient jamais eu de vélo auparavant. « Tu dois garder l'équilibre », expliqua-t-il, tenant la selle du vélo de Sophie pendant qu'elle pédalait avec incertitude. « C'est ça, très bien. Ne me lâche pas », supplia-t-elle, les yeux écarquillés de peur et d'excitation. « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne seras pas prête, promit-il. » Émilie, toujours la plus audacieuse, pédalait déjà à quelques mètres, les petites roues stabilisant sa trajectoire bancale. « Regarde, Alex, je roule », cria-t-elle, le visage rayonnant de fierté. Il sourit en entendant son nom. Les filles avaient commencé à l'appeler Alex au lieu de Monsieur Reed, signe que les barrières tombaient peu à peu. Pendant 1 heure, il courut d'une fille à l'autre, leur apprenant à freiner, à tourner, à garder l'équilibre. Son pantalon de costume coûteux finit taché d'herbe aux genoux, et il avait depuis longtemps rangé sa cravate dans sa poche. Mais il s'en moquait. La joie de les voir apprendre et remporter de petites victoires valait plus que n'importe quelle réunion d'affaires. Quand Sophie réussit enfin à pédaler seule sur quelques mètres sans tomber, le sourire sur son visage fut comme un rayon de soleil. « J'ai réussi. Tu as vu, j'ai réussi. »« J'ai bien vu », applaudit Alexander, ressentant une fierté qui le surprit par son intensité. « Tu es incroyable, Sophie. » Sur le chemin du retour, les filles épuisées mais heureuses, Alexander réfléchit à combien sa vie avait changé. 3 mois plus tôt, il aurait travaillé un dimanche, vérifiant des rapports ou négociant des contrats par téléphone. Maintenant, il avait de l'herbe sous les ongles et le cœur léger. Les soirées étaient devenues son moment préféré de la journée. Après le dîner, qu'il insistait maintenant pour prendre avec les filles au lieu de seul dans son bureau, il avait instauré un rituel de l'histoire du soir. « Quel livre lisons-nous ce soir ?» demanda-t-il, assis sur le bord du lit où les jumelles étaient déjà installées. Elles insistaient pour dormir ensemble, même si elles avaient des chambres séparées. « Invente une histoire » demanda Émilie, les yeux déjà lourds de sommeil. « Sur un dragon » suggéra Sophie. « Qui devient amie avec une princesse » ajouta Émilie. Alexander sourit et commença à inventer un conte sur un dragon solitaire vivant sur une montagne et une princesse courageuse qui, au lieu de le craindre, lui offrit son amitié. En racontant l'histoire, il réalisa qu'elle parlait d'acceptation, d'appartenance et de famille, des thèmes qui dominaient maintenant ses propres pensées. Quand il eut fini, Sophie dormait déjà profondément, mais Émilie luttait encore contre la somnolence. « Alex, murmura-t-elle, tu vas rester avec nous pour toujours ?» La question le prit au dépourvu, et il sentit un nœud dans sa gorge. « Je ferai tout mon possible pour rester avec vous, oui. »« Promis » insista-t-elle, les yeux se fermant. « Promis. » Et cette fois, contrairement à la promesse qu'il avait faite à Sarah toutes ces années auparavant, il était déterminé à la tenir. Émilie sourit et s'abandonna enfin au sommeil. Alexander resta là quelques minutes de plus, observant les 2 filles, si petites et vulnérables, et pourtant si fortes. Comme Sarah. « J'essaie de faire ce qui est juste, Sarah, murmura-t-il dans la pièce silencieuse. « J'espère que tu es fière. » Le mardi matin commença comme n'importe quel autre. Alexander préparait le petit déjeuner pendant que les filles s'habillaient pour l'école. Il avait appris à faire des crêpes, pas parfaites, mais les jumelles semblaient apprécier ses efforts culinaires. Le téléphone sonna et il répondit distraitement, pensant que c'était peut-être son assistant pour la prochaine réunion du conseil d'administration. Alexander Reed. « Alors c'est vrai » répondit une voix rauque et légèrement pâteuse. « Le grand homme d'affaires joue au papa maintenant. »« Qui est à l'appareil » demanda Alexander, sa prise sur le téléphone se resserrant. « Considérez-moi comme un père inquiet » répondit la voix, sarcastique. « J'ai entendu dire que vous aviez mes filles. » Alexander sentit son sang se glacer. Le père des filles. L'homme que Sarah avait chassé de sa vie des années auparavant. L'homme qui les avait abandonnés avant même leur naissance. « Comment avez-vous eu ce numéro » demanda Alexander, gardant la voix basse pour que les filles ne l'entendent pas depuis la salle à manger. « J'ai mes sources, dit l'homme. Écoutez, coupons court aux banalités. Je sais que vous êtes riche. Je sais aussi que vous n'avez aucun droit légal sur mes filles. Moi, en revanche, je suis le père biologique.
Un père qui ne s'est jamais soucié d'elle, rétorqua Alexander, la colère montant en lui. Détail, détail, ricana l'homme, d'un son froid et méchant. Le fait est que je peux les récupérer quand je veux. Sauf, bien sûr, si nous parvenons à un accord. Quel genre d'accord? Demanda Alexander, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Un accord financier. Vous gardez les filles, et je reçois une compensation convenable pour ma souffrance paternelle. Alexander prit une profonde inspiration, maîtrisant l'envie de crier sur l'homme. Vous me faites chanter. Je vous offre une solution pratique, corrigea l'homme. 50 000 $, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Les filles restent avec vous, je continue mon chemin. Tout le monde y gagne. Je ne vous paierai pas pour abandonner vos filles, répondit fermement Alexander. Ce serait récompenser votre irresponsabilité. Il y eut un moment de silence, puis la voix revint, dépouillée de toute fausse cordialité. Écoutez-moi bien, gosse de riche. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Je peux faire de votre vie un enfer si je le veux. Vous me menacez? Je vous explique la réalité. J'ai des droits sur ces filles. Si nous ne pouvons pas trouver d'accord, je les prendrai. Et croyez-moi, je sais comment faire jouer le système en ma faveur. L'histoire larmoyante d'un pauvre père luttant contre un milliardaire qui lui a volé ses filles. La presse va adorer. Alexander serra le téléphone si fort que ses doigts devinrent blancs. Votre nom? Tom Reeves. Cherchez-moi si vous voulez. Je suis sûr que vos enquêteurs trouveront des choses sales. Tout le monde a des squelettes dans son placard. Mais sur le papier, je suis juste un père qui veut récupérer ses filles. Pensée grecque, l'appel se termina, laissant Alexander debout dans la cuisine, abasourdi par la menace. Par l'entrebâillement de la porte, il pouvait voir Emily et Sophie discuter joyeusement, totalement inconscientes du danger qui venait de surgir. A-t-il des droits légaux? Demanda Alexander quelques heures plus tard, assis dans son bureau. Les filles étaient à l'école, et il avait convoqué une réunion d'urgence avec son avocat, Michael Shen. Son avocat depuis plus de 10 ans ajusta ses lunettes. Techniquement, oui. En tant que père biologique, il a des droits parentaux présumés, à moins qu'il n'ait été légalement révoqué. Il les a abandonnés, argua Alexander. Sarah les a élevés seuls. L'abandon peut être un motif de révocation des droits parentaux, mais il faut le prouver devant un tribunal, expliqua Michael. Et même dans ce cas, les juges ont tendance à favoriser le regroupement familial chaque fois que possible. Alexander passa une main dans ses cheveux, frustré. Il ne se soucie même pas d'elle. Il veut juste de l'argent. Ce qui rend les choses encore plus compliquées, acquiesça Michael. Si nous payons, cela pourrait être considéré comme un achat d'enfant, ce qui est illégal. Si nous ne payons pas, il pourrait intenter une action en justice pour obtenir la garde, et même si ses chances sont minces, le processus serait dévastateur pour les filles. Quelle est notre meilleure option? Michael réfléchit un instant. Passer à l'offensive. Demander la garde permanente avant lui. Rassembler des preuves de sa négligence et de son abandon. Montrer comment les filles s'épanouissent sous votre garde. Et surtout, prouver que vous agissez dans leur meilleur intérêt, et non pas simplement en faisant jouer votre pouvoir financier. Alexander hocha la tête, déterminé. Faites tout ce qui est nécessaire. Engagez les meilleurs enquêteurs. Je veux tout savoir sur ce Tom Reeves. Je dois vous avertir que cela pourrait devenir désagréable, prévint Michael. Il pourrait porter des accusations, fouiller dans votre passé, remettre en question vos motivations. La presse s'en mêlera probablement. Je me fiche de la presse, dit Alexander. Je ne me soucie que de ces deux filles. Je leur ai promis que nous resterions ensemble, et j'ai l'intention de tenir cette promesse. Après le départ de l'avocat, Alexander resta dans son bureau, regardant M. Bouton toujours posté en gardien sur son bureau. L'idée de perdre les filles était insupportable. En quelques semaines à peine, elles étaient devenues son monde entier. Il ne laisserait pas un opportuniste les lui enlever. Pas pour de l'argent, pas pour une vengeance, pour rien au monde. Quand le téléphone sonna de nouveau, Alexander répondit prudemment, craignant un autre appel de Reeves. « Monsieur Reed, c'est l'école. Emily a de la fièvre et elle vous réclame. » Toutes les inquiétudes concernant les poursuites et la garde s'évanouirent instantanément, remplacées par le souci immédiat pour le bien-être d'Emily. « J'arrive, » dit-il, attrapant déjà les clés de sa voiture. En partant, il jeta un dernier regard à l'ours en peluche. « Tenez-le fort, Monsieur Bouton. Nous serons bientôt de retour. » Quelles que soient les batailles qu'il aurait à mener, légales, personnelles ou émotionnelles, Alexander y était préparé.
Pour Emily et Sophie. Pour Sarah. Et, réalisa-t-il, pour lui-même aussi. Le tribunal de la famille était un imposant bâtiment de briques rouges aux colonnes blanches, contrastant avec le ciel gris d'automne. Ce matin-là, Alexander arriva 1 heure en avance, accompagné de Michael Shen et d'une équipe d'assistants transportant des dossiers méticuleusement organisés détaillant chaque aspect de sa vie avec les jumelles au cours des derniers mois. En traversant les couloirs de marbre poli sous le haut plafond aux détails classiques, Alexander eut l'impression de marcher vers sa propre exécution. Son cœur battait à tout rompre et sa cravate parfaitement nouée semblait l'étouffer. Il portait un costume bleu marine conservateur, rien de tapax en grave-l'œil qui pourrait renforcer l'image de milliardaire arrogant que l'avocat de Reeves essaierait probablement de présenter. Respirez profondément, conseilla Michael, remarquant sa tension. La juge Winters est réputée pour être juste, bien que stricte. Elle posera beaucoup de questions, certaines peut-être inconfortables. Répondez honnêtement, regardez-la dans les yeux et évitez les divagations. Plus vous serez direct, mieux ce sera. Alexander hocha la tête, essayant de se calmer. Les filles sont arrivées? Elles sont avec l'assistante sociale dans une pièce séparée, confirma Michael. Le docteur Martinez est avec elles. C'est l'une des meilleures du département, elle les préparera correctement pour leur entretien avec la juge. Une porte s'ouvrit au bout du couloir, et Alexander vit Emily et Sophie conduites par une femme d'âge mûr au visage bienveillant. Les filles portaient les robes qu'elles avaient choisies le week-end précédent. Sophie en bleu avec des broderies blanches, Emily en rose avec un petit ruban sur la poitrine. Leurs cheveux étaient soigneusement coiffés et elles transportaient de petits sacs à dos avec des jouets réconfortants à l'intérieur, comme ils l'avaient prévu. Quand elles le virent, leurs visages s'illuminèrent momentanément, mais elles se souvinrent rapidement de garder leur sang-froid. Alexander leur avait parlé ces derniers jours, expliquant ce qui se passerait au tribunal. Ce sera comme parler à la directrice de l'école, leur avait-il dit. Vous aurez juste à dire ce que vous ressentez et comment c'est de vivre avec moi. Et s'il pose des questions sur maman? Avait demandé Sophie, ses grands yeux remplis d'inquiétude. Alors parlez d'elle avec tout l'amour que vous avez dans votre cœur, avait-il répondu en ravalant une boule dans sa gorge. Maintenant, en les voyant si petites dans cet environnement intimidant, Alexander ressentait plus de peur qu'il n'en avait jamais eu lors d'une négociation de plusieurs millions de dollars. Le docteur Martinez s'approcha, gardant les filles à une distance respectueuse. Monsieur Reed, bonjour. Les filles vont bien, mais elles sont un peu nerveuses, comme on pouvait s'y attendre. Elles auront l'occasion de vous parler avant l'audience. Alexander s'agenouilla à leur hauteur. Bonjour, mes princesses. Vous êtes prêtes? Emily, toujours la plus forte, hocha la tête sérieusement. On est courageuse, comme tu as dit. Sophie, cependant, semblait sur le point de pleurer. Je n'aime pas cet endroit. C'est grand et ça fait peur. Je sais, acquiesça-t-il en redressant le nœud dans ses cheveux. Mais ce sera bientôt fini. Et après, on pourra aller manger une glace. Ça te dit? Les yeux de Sophie s'éclaircirent légèrement. Avec des vermicelles au chocolat? Autant que tu en voudras, promit-il. À ce moment, un mouvement près de l'entrée principale attira son attention. Tom Reeves entra, accompagné de son avocat, Aaron Diaz, un homme au visage dur dans un costume bon marché, connu pour ses tactiques agressives dans les affaires de garde. Reeves portait un costume qui ne lui allait manifestement pas, probablement emprunté pour l'occasion. Même à distance, Alexander remarqua ses yeux injectés de sang et le léger tremblement de ses mains, signe d'une gueule de bois ou d'un sevrage. Les filles suivirent son regard, curieuses. « C'est qui, cet homme ?» demanda Emily, toujours observatrice. Alexander hésita, choisissant ses mots avec soin. « C'est Tom Reeves. C'est votre père biologique. » Sophie serra sa main plus fort. « Il ne nous ressemble pas. Toutes les familles ne se ressemblent pas, ma chérie, » répondit-il doucement. Un officier de justice apparut, annonçant que l'audience commencerait dans 15 minutes. Le docteur Martinez guida doucement les filles, les ramenant dans la salle d'attente. Alexander les regarda s'éloigner, chaque pas qu'elle faisait lui arrachant le cœur. « Souviens-toi, » dit Michael en lui donnant une tape rassurante sur l'épaule. « Nous sommes bien préparés. Nous avons des témoins solides, des rapports positifs de l'assistante sociale et des preuves de la négligence de Reeves. Reste calme et confiant. » Alexander tenta de s'accrocher à ces mots en entrant dans la salle d'audience. La salle d'audience numéro 4 était plus petite et plus intime que celle souvent dépeinte à la télévision. Elle avait des boiseries sombres et polies, un éclairage jaunâtre et le drapeau du pays à côté du siège du juge.
Seuls les acteurs directs de l'affaire et quelques témoins attendants au premier rang étaient présents. La juge Helena Winters, une femme à l'apparence sévère mais non hostile, aux cheveux grisonnants impeccablement coiffés et aux yeux perçants, entra après l'annonce de l'officier. Tout le monde se leva et attendit qu'elle s'assoie avant de reprendre place. « Bonjour à tous », commença-t-elle, posant des lunettes de lecture et examinant les documents devant elle. « Nous sommes ici pour décider de la garde d'Emily et Sophie Morgan, actuellement sous la tutelle temporaire de M. Alexander Reed, mais dont la garde est contestée par leur père biologique, M. Thomas Reeves. » Elle regarda par-dessus ses lunettes, d'abord Alexander, puis Reeves. « Je souligne que dans ma salle d'audience, le seul intérêt est le bien-être des enfants. Je ne suis influencé ni par le pouvoir ni par l'argent, ni par des histoires de rédemption larmoyantes sans preuve concrète. » Alexander ressentit un léger soulagement. Au moins, la juge ne semblait pas encline à favoriser la richesse ou une histoire à dormir debout. « Nous commencerons par les déclarations liminaires, » dit la juge Winters. « Maître Diaz, en tant que conseil du demandeur, je vous en prie. » Aaron Diaz se leva, dégageant une confiance répétée. « Votre honneur, cette affaire concerne fondamentalement les droits naturels et biologiques face aux privilèges financiers. Mon client, Thomas Reeves, est le père biologique des filles. Ce fait est incontesté, selon la loi, lui confère des droits parentaux présumés. » Il marqua une pause dramatique. « Monsieur Reeves a fait des erreurs par le passé, oui. Il était jeune et non préparé lorsqu'il a appris la grossesse. Il a commis l'erreur de s'éloigner. Mais maintenant, il est ici, prêt à assumer ses responsabilités, prêt à rencontrer ses filles, prêt à être le père qu'elles méritent. » Diaz fit quelques pas, gesticulant avec emphase. De l'autre côté, nous avons Monsieur Reed, un homme d'une immense richesse et d'un grand pouvoir, certes, mais un parfait étranger pour les filles jusqu'à il y a quelques mois. Aucun lien biologique, aucun lien légal. Seulement une vieille amitié avec leur défunte mère. Il baissa la voix de manière dramatique. Nous ne remettons pas en question ses intentions ou sa générosité, mais nous nous demandons, quel est son véritable motif? La culpabilité? L'expiation? Un caprice philanthropique qui pourrait prendre fin dès que la nouveauté s'estompera? Alexander sentit son sang bouillir, mais maintint une expression neutre, comme Michael le lui avait conseillé. Monsieur Reed dispose de vastes ressources pour fournir des luxes matériels, sans aucun doute, poursuivit Diaz. Mais des jouets coûteux et des écoles d'élite peuvent-ils remplacer l'amour naturel d'un père? La loi, dans sa sagesse, estime que non. Sauf s'il est prouvé que mon client est totalement inapte, le droit naturel prévaut sur la commodité financière. D'un signe de tête à la juge, Diaz s'assit, l'air satisfait. Michael Shen se leva calmement, ajustant ses lunettes. Son attitude contrastait vivement avec la théâtralité de Diaz, calme, mesuré, professionnel. « Votre honneur, » commença-t-il, « cette affaire ne concerne pas la biologie contre les finances, comme le conseil adverse voudrait nous le faire croire. Elle concerne le meilleur intérêt de deux fillettes de 5 ans qui ont déjà subi la perte traumatisante de leur mère. » Il ouvrit un dossier, en sortant quelques photographies. « Voici Emily et Sophie il y a 3 mois, quand Monsieur Reed les a trouvées. Et les voici maintenant. » Les photos furent remises à la juge, montrant un contraste saisissant. Avant, 2 filles minces en vêtements usés avec des expressions anxieuses. Après, les mêmes enfants, souriantes, en bonne santé, avec des vêtements appropriés et des signes de sécurité. Monsieur Reed n'a pas seulement fourni une stabilité matérielle, poursuivit Michael. Il s'est entièrement consacré à la création d'un environnement sûr, aimant et stimulant. Il a complètement réorganisé sa vie professionnelle, son temps, ses priorités. Il a établi des routines saines, assuré des soins médicaux et psychologiques, les a réinscrites à l'école, a appris à leur tresser les cheveux, à leur raconter des histoires et à apaiser leurs cauchemars. Michael sortit d'autres documents. Nous avons ici les rapports de leur école, les déclarations de leur pédopsychiatre et les évaluations de l'assistante sociale désignée par le tribunal. Tous attestent du lien fort et du développement positif des filles sous la garde de Monsieur Reed. Se tournant brièvement pour jeter un coup d'œil à Reeves avant de se concentrer à nouveau sur la juge, Michael continua, « Quant à Monsieur Reeves, nous demandons à ce tribunal de considérer certains faits. Il a abandonné Sarah Morgan lorsqu'il a appris la grossesse. Il n'a pas contribué un seul centime à l'éducation des filles. Il ne s'est présenté qu'une seule fois en 5 ans, ivre et réclamant de l'argent à la mère. Et, plus révélateur encore, il n'a exprimé d'intérêt pour les filles qu'après avoir appris qu'elles étaient avec un homme riche. » Reeves s'agita mal à l'aise sur sa chaise,
tandis que Diaz griffonnait furieusement des notes. Votre honneur, conclut Michael, nous reconnaissons que les liens biologiques sont importants. Mais plus important encore est le bien-être émotionnel et psychologique de deux enfants qui ont enfin trouvé la stabilité après une perte dévastatrice. Déraciner Emily et Sophie du foyer qu'elles ont construit avec M. Reed pour les placer avec un père qui n'a jamais montré d'intérêt sincère serait une seconde tragédie pour elles. L'audience se poursuivit avec les témoignages. D'abord, l'assistante sociale désignée par le tribunal présenta son évaluation, décrivant le domicile d'Alexander comme exceptionnellement adapté et son interaction avec les filles comme naturellement affectueuse et attentive. L'enseignante des jumelles témoigna de leur progrès scolaire depuis qu'elles vivaient avec Alexander. Elles sont arrivées timides et peu sûres d'elles. Maintenant, elles participent, sourient, se font des amis. Emily lit au-dessus de son niveau et Sophie a complètement surmonté sa difficulté avec les chiffres. Greta, la voisine âgée qui s'était occupée des filles après la mort de Sarah, fut amenée en fauteuil roulant. Malgré sa fragilité physique, sa voix était forte lorsqu'elle décrivit la négligence de Reeves et le dévouement d'Alexander. Sarah a élevé ses filles seule, travaillant jusqu'à en tomber malade, témoigna-t-elle, regardant directement Reeves. Où étiez-vous quand elle avait besoin d'argent pour les médicaments des filles? Où étiez-vous quand Emily a eu une pneumonie à 3 ans et que Sarah a passé des nuits blanches à son chevet? Elle se tourna ensuite vers la juge. Alexander Reed est entré dans la vie de ses enfants comme une bénédiction. Pour la première fois, elles ont ce qu'elles méritent, non seulement le confort matériel, mais quelqu'un qui se soucie vraiment d'elles. Reeves présenta ensuite son histoire de rédemption, comment il avait lutté contre l'alcoolisme, comment il avait toujours pensé à ses filles, comment il avait maintenant un emploi stable de mécanicien et un appartement modeste adapté aux enfants. J'ai fait des erreurs, votre honneur, dit-il, des larmes qu'Alexander soupçonnait d'être répétées coulant sur ses joues. Mais je suis sobre depuis 6 mois. Je veux rencontrer mes filles, leur montrer qu'elles ont un père qui les aime. Son seul soutien vint du propriétaire du garage, qui confirma sa ponctualité au cours des derniers mois et mentionna que Tom parlait toujours de ses filles. Après une courte pause, ce fut au tour d'Alexander de témoigner. Il prit place là où on le lui indiqua, sentant le poids de chaque regard dans la pièce. Monsieur Reed, commença la juge, vous êtes un homme extrêmement occupé, avec des responsabilités commerciales mondiales. Comment conciliez-vous cela avec l'éducation de 2 jeunes enfants? J'ai complètement réorganisé mes priorités, votre honneur, répondit-il en gardant les yeux fixés sur elle. J'ai délégué une grande partie de mon travail, refusé les voyages internationaux et fixé des horaires stricts pour être présent dans la vie des filles. J'organise ma journée pour prendre le petit déjeuner avec elles, les emmener à l'école chaque fois que possible, et je suis invariablement à la maison pour le dîner et le coucher. Et lorsque vous devrez inévitablement voyager? J'ai une nounou hautement qualifiée, Madame Bennett, que les filles adorent. Mais je limite les voyages à ce qui est absolument essentiel, et uniquement sur de courtes distances où je peux revenir le jour même. La juge consulta ses notes. Vous n'avez aucune expérience préalable avec les enfants, n'est-ce pas? Pas d'enfants à vous, pas de nièces ou de neveux? Non, votre honneur. Mais j'apprends vite, offrit-il avec un léger sourire. J'ai découvert que les cadres dirigeants peuvent beaucoup apprendre des enfants de 5 ans sur ce qui compte vraiment dans la vie. La juge l'étudia un instant. Monsieur Reed, s'il vous plaît, soyez tout à fait honnête. Quelle est votre véritable motivation pour vouloir la garde de ces filles? La culpabilité de ne pas avoir aidé leur mère? Une promesse faite il y a longtemps? Un désir tardif de famille? Alexander sentit que c'était la question cruciale. Il prit une profonde inspiration. Au début, j'étais motivé par une dette envers Sarah, oui. Elle m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, et je n'étais pas là quand elle avait besoin de moi. Je ressens un profond regret que je porterai pour toujours. Il marqua une pause. Mais cela a changé au moment où j'ai rencontré Emily et Sophie. Elles ne sont pas une obligation ou un moyen de me racheter. Ce sont des petites personnes extraordinaires qui ont transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La simple vérité, votre honneur, c'est que je les aime. Et je ne peux plus imaginer ma vie sans elles. Le moment qu'Alexander redoutait le plus arriva, la juge demanda à parler aux filles en privé. Emily et Sophie furent amenées, l'air trop sérieux pour des enfants si jeunes. Alexander leur fit un sourire encourageant alors qu'elles suivaient la juge dans ses appartements. Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de sa vie. Assis sur le banc dur, incapable de se concentrer sur les paroles de Michael, Alexander ne pouvait que penser à ce qui se passait derrière cette porte fermée. Les filles comprendraient-elles les questions?
Aurait-elle peur? Parlerait-elle ouvertement de ce qu'elle ressentait? Quand la porte s'ouvrit enfin, Émilie et Sophie sortirent main dans la main. Sophie courut directement vers Alexander, lui serrant les jambes. Elle a posé beaucoup de questions, chuchota-t-elle. Sur toi, sur maman, sur l'homme qui est notre père. Vous avez été très courageuse, répondit-il en lui caressant les cheveux. Émilie se tenait à proximité, son regard s'attardant curieusement sur Reeves, qui observait de l'autre côté de la pièce. Il a l'air triste, commenta-t-elle doucement à Alexander. Parfois, les gens portent beaucoup de tristesse en eux, répondit-il, ne sachant comment expliquer la complexité. Comme toi, avant qu'on arrive? Demanda Émilie, le surprenant par sa perspicacité. Oui, admit-il. Comme moi, avant vous. La juge Winter se remit ses lunettes, examinant ses notes pendant un long moment avant de rendre sa décision. Le silence dans la pièce était si dense qu'Alexander pouvait entendre son propre rythme cardiaque. Cette affaire soulève des questions complexes, commença-t-elle. D'une part, nous avons les droits légaux du père biologique. D'autre part, le bien-être des enfants et les liens affectifs déjà formés. Elle feuilleta quelques documents. J'ai parlé avec Émilie et Sophie. Ce sont des enfants brillantes et articulées pour leur âge, et elles sont clairement bien soignées. Elles ont exprimé une profonde affection pour M. Reed et une adaptation positive à leur nouveau foyer. Alexander sentit une lueur d'espoir. Cependant, continua la juge, et avec ce seul mot, son cœur s'effondra, je ne peux ignorer les droits paternels de M. Reeves sans une évaluation plus approfondie de son aptitude. Son histoire récente suggère un effort de rétablissement qui mérite d'être pris en considération. Elle croisa les mains, semblant peser chaque phrase. Je dois également considérer que, malgré les meilleures intentions et les excellents soins de M. Reed, il n'a aucun lien légal ou biologique avec les enfants. Son lien avec leur défunte mère, bien que significatif, ne confère pas automatiquement des droits de garde. Reeves s'autorisa un petit sourire victorieux alors qu'Alexander sentait son monde s'écrouler. Compte tenu de tous les facteurs, ma décision préliminaire est la suivante, annonça la juge. Pendant que nous menons une enquête plus approfondie, y compris un examen plus poussé de l'aptitude de M. Reeves et des évaluations psychologiques complètes, les filles seront placées temporairement dans une famille d'accueil neutre. Non. Alexander ne put contenir son éclat, se levant involontairement. La juge lui lança un regard sévère. Je comprends votre réaction, M. Reed, mais c'est une mesure temporaire pour garantir que les deux parties aient une chance égale de démontrer leur aptitude à la garde, sans l'avantage de la possession actuelle. Les deux parties auront des droits de visite supervisés pendant cette période. Votre honneur, intervint rapidement Michael, mon client a établi une routine stable avec les filles. Les retirer brusquement causera un traumatisme inutile. Je suis d'accord, la transition doit être gérée avec soin, répondit la juge. C'est pourquoi M. Reed aura jusqu'à demain pour préparer les filles et leurs affaires. Une assistante sociale supervisera. D'un coup de marteau, l'audience se termina, laissant Alexander chancelant, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Ce qui suivit fut un tourbillon de mouvements et de sons. L'assistante sociale expliquant aux filles ce qui allait se passer. Sophie s'agrippant à Alexander, des larmes coulant sur son petit visage. Émilie, silencieuse et pâle, demandant si elles avaient fait quelque chose de mal. Les tentatives vaines d'Alexander pour les rassurer que ce n'était que temporaire, qu'il se battrait pour elles, que tout irait bien. Le lendemain, dans son manoir, il aida les jumelles à faire leurs valises. Il plaça l'ours en peluche préféré d'Émilie dans son sac à dos, avec leurs livres les plus chers. Il enveloppa soigneusement la couverture spéciale de Sophie, celle avec les étoiles qui brillent dans le noir. Vous resterez chez la famille d'accueil juste pour un petit moment, expliqua-t-il en pliant de minuscules t-shirts colorés. Ils sont très gentils. Ils ont un grand jardin et même un chien. Il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Et je viendrai vous voir tous les jours. Je le promets. Quand la voiture des services sociaux arriva, Alexander eut l'impression de vivre un cauchemar. Au dernier moment, Sophie jeta ses bras autour de son cou, refusant de le lâcher. « Alex, Alex !» cria-t-elle entre deux sanglots. « S'il te plaît, viens avec nous. Je ne veux pas y aller. Je viendrai te voir demain, promit-il en retenant ses propres larmes. Tous les jours. C'est juste pour un petit moment. Promis ? Demanda Émilie, tenant la main de sa sœur, la seule à conserver un semblant de calme. Promis. Il força un autre sourire. Soyez courageuse, comme votre maman l'était, d'accord ? Les filles hochèrent la tête au milieu de leurs larmes,
puis elles furent à l'intérieur de la voiture, le regardant par la fenêtre, de minuscules mains pressées contre la vitre, les visages remplis de confusion et de perte. Alexander regarda la voiture s'éloigner, emportant avec elle tout ce qui avait donné un sens à sa vie ces derniers mois. Quand elle disparut enfin au coin de la rue, il s'autorisa à s'effondrer sur les marches de l'entrée du manoir, son corps secoué par des sanglots qu'il ne pouvait plus retenir. Michael, qui avait observé à distance, s'approcha et posa une main sur son épaule. « Nous ferons appel immédiatement, dit-il. J'ai des relations, je peux accélérer le processus. Nous allons creuser davantage le passé de Reeves. Il y a quelque chose de louche dans son histoire de rédemption soudaine. » Alexander releva la tête, les yeux rouges mais enflammés d'un nouveau feu. « Faites tout ce qu'il faut. Je ne perdrai pas ces filles. Vous ne les avez pas laissées tomber, dit Michael, comme s'il lisait dans ses pensées. Ce n'est qu'un revers temporaire. Nous nous battrons et nous gagnerons. Alexander se leva, s'essuyant le visage et redressant les épaules. Je leur rendrai visite demain, annonça-t-il, sa voix retrouvant sa fermeté. Et en attendant, je veux tout savoir sur Tom Reeves. Chaque détail, chaque mensonge. Car cette fois, Alexander Reed n'allait pas briser sa promesse, même s'il devait remuer ciel et terre pour la tenir. Les 2 semaines qu'Emily et Sophie passèrent en famille d'accueil furent les plus longues de la vie d'Alexander. Malgré les visites quotidiennes autorisées par le tribunal, la douleur de les voir dans un environnement étranger et de devoir leur dire au revoir chaque jour le déchirait. Les filles s'adaptèrent mieux que lui, les enfants ont une résilience remarquable, mais ils voyaient toujours la tristesse dans leurs yeux quand venait l'heure pour lui de partir. Pendant ce temps, Michael Shen travaillait sans relâche, cherchant tout ce qui pourrait aider leur cause. L'enquête sur Tom Reeves progressait lentement, avec quelques découvertes troublantes mais rien de suffisamment concluant pour une victoire judiciaire définitive. L'après-midi précédant l'audience finale, Alexander reçut un appel inattendu de Michael. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit l'avocat, sa voix habituellement calme remplie d'urgence. « Ou plutôt, quelqu'un nous a trouvés. J'ai besoin de vous au bureau, immédiatement. » Alexander atteignit l'imposant immeuble de bureau en un temps record. Dans la salle de conférence, Michael attendait avec un homme d'âge mûr à l'air fatigué, vêtu d'un uniforme de concierge. « Alexander, voici Frank Dominguez », présenta Michael. « Il travaille dans l'immeuble où vit Reeves. » L'homme tendit une main calleuse pour une poignée rapide. Il avait des cernes sous les yeux et une expression inquiète. « Monsieur Dominguez est venu nous voir après avoir lu l'article de journal sur l'affaire, » expliqua Michael. « J'ai vu la photo des filles, » dit Frank, parlant avec un léger accent hispanique. « Je les ai reconnus. Ce sont les mêmes enfants que Reeves amène à l'appartement lors de ses visites supervisées. » Le cœur d'Alexander s'emballa. « Vous avez vu quelque chose ?» Frank passa une main dans ses cheveux grisonnants, visiblement mal à l'aise. « Je travaille dans cet immeuble depuis 15 ans. Je connais tous les résidents. Reeves a emménagé il y a 8 mois. Il a toujours causé des problèmes, bruit, fêtes, plaintes des voisins. Il marqua une pause, comme s'il décidait de continuer ou non. Ces dernières semaines, depuis qu'il a commencé à recevoir les filles, il a changé. L'endroit est plus propre, il est plus poli, salue les gens. Je pensais qu'il était peut-être vraiment en train de se ressaisir. Mais, l'encouragea Michael, sentant l'hésitation. Avant-hier soir, après que l'assistante sociale soit partie avec les filles, Reeves a reçu des amis. Ils revenaient d'un bar du coin, ils avaient bu. Ils étaient bruyants, riaient. Frank regarda directement Alexander. Je l'ai entendu se vanter de la façon dont il était sur le point de réussir l'arnaque à la garde. Il a dit qu'une fois qu'il aurait les filles, il pourrait négocier un meilleur accord avec Sir Richard. Il a admis qu'il ne voulait que de l'argent. Le sang d'Alexander ne fit qu'un tour. Ça, et plus encore, continua Frank. Il a dit qu'il ne supporterait pas ces pestes longtemps, mais qu'elles serviraient de levier pour obtenir une grosse pension de votre part. Ses amis ont ri et ont trinqué à son plan génial. Seriez-vous prêt à en témoigner au tribunal demain ? Demanda Michael, l'expression grave. Frank hésita de nouveau. J'ai 2 emplois, 3 enfants à nourrir. Je ne peux pas me permettre d'avoir des ennuis. Je comprends, dit Alexander en s'asseyant en face de lui. Mais ces filles ont déjà perdu leur mère. Elles ne méritent pas d'être utilisées comme des pions. Frank baissa les yeux. Ma femme est décédée quand mes enfants étaient petits. Je sais ce que c'est de lutter pour élever des enfants seuls. Il soupira profondément. Je serai au tribunal demain. Alexander sentit une vague de gratitude. Merci.
Je ne sais pas comment vous remercier. Prenez bien soin d'elle, répondit simplement Frank. C'est le meilleur des remerciements. Après le départ du concierge, Michael organisa rapidement quelques documents. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Un témoin indépendant des véritables intentions de Reeves. Ce sera suffisant ? Demanda Alexander, s'autorisant une lueur d'espoir. Combiné au rapport positif sur votre garde et aux preuves circonstancielles que nous avons déjà sur Reeves, je le crois. Pour la première fois depuis des jours, Michael sourit. Préparons tout pour demain. Le vent est en train de tourner, Alexander. Le jour de l'audience finale se leva sur un ciel d'un bleu exceptionnel, comme si l'univers lui-même voulait signaler un changement. Alexander arriva tôt au palais de justice, le cœur partagé entre l'espoir et la peur. Dans le couloir, il rencontra la famille d'accueil, le couple qui s'occupait temporairement des filles. « Comment vont-elles » demanda-t-il avec anxiété. Madame Foster sourit gentiment. « Elles sont impatientes de vous voir. Elles demandent depuis ce matin quand vous arriveriez. Ce sont des enfants merveilleuses, ajouta M. Foster. Quiconque obtiendra la garde sera très chanceux. » Alexander les remercia d'avoir bien pris soin des jumelles. Malgré la situation douloureuse, il était réconfortant de savoir qu'elles étaient entre de bonnes mains pendant la transition. Michael s'approcha, suivi de Frank, qui semblait nerveux dans son costume d'emprunt. Tout est prêt. Il témoignera au début de l'audience. La salle d'audience semblait plus petite et plus étouffante qu'auparavant. Alexander remarqua que Reeves semblait excessivement confiant, chuchotant et riant parfois avec son avocat. Cette vue le perturba. L'homme croyait-il vraiment qu'il allait gagner ? Levez-vous pour l'honorable juge Helena Winters, annonça l'officier de justice. La juge entra, aussi sérieuse que d'habitude, et la séance commença. Après les formalités initiales, Michael demanda à inclure un nouveau témoignage. Votre honneur, Monsieur Frank Dominguez est le concierge de l'immeuble où réside Monsieur Reeves. Il détient des informations récentes et cruciales, directement pertinentes pour cette affaire. La juge l'autorisa, et Frank fut appelé à la barre. Il fut d'abord hésitant, mais gagna en confiance en relatant ce dont il avait été témoin. Il parla du comportement habituel de Reeves dans l'immeuble, des plaintes fréquentes des voisins pour le bruit et les fêtes nocturnes, et enfin, de la conversation choquante qui l'avait surprise. Il a dit clairement que les filles n'étaient qu'un moyen d'extorquer de l'argent à M. Reed. Il les a appelées ses pestes et a trinqué à son plan génial avec ses copains, conclut Frank. Le visage de Reeves était devenu blême. Son avocat tenta de discréditer le témoignage, suggérant que Frank avait une vendetta personnelle ou avait mal compris une plaisanterie entre amis. « Monsieur Dominguez, demanda Diaz, vous n'aimez pas mon client, n'est-ce pas? Vous avez déjà eu des problèmes avec lui. » Je n'ai rien contre lui personnellement, répondit honnêtement Frank. Je n'aime juste pas voir des enfants utilisés. J'ai 3 enfants, je sais à quel point un foyer stable est important. La juge demanda ensuite à Reeves de répondre aux accusations. Visiblement secoué, il nia tout, mais sa posture défensive et ses explications embrouillées ne firent que renforcer la crédibilité de Frank. Michael saisit l'occasion pour présenter d'autres preuves, des rapports de voisins sur des fêtes bruyantes chez Reeves, y compris une au cours des 2 dernières semaines, contredisant ses affirmations de sobriété, des relevés de cartes de crédit montrant des achats d'alcool, et une photo récente, prise discrètement, de lui sortant d'un bar. La juge observait attentivement, se penchant en avant, les yeux se plissant légèrement en examinant les preuves. Après tous les témoignages, elle annonça une pause de 30 minutes pour examiner les nouvelles informations. Alexander resta assis, immobile, pendant que la salle se vidait temporairement. Michael lui serra l'épaule en signe de soutien silencieux. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, dit l'avocat. Maintenant, il faut attendre. » Lorsque la juge Winters revint, le silence se fit de nouveau. Alexander pouvait entendre son propre cœur battre à tout rompre. Ce tribunal valorise la vérité par-dessus tout, commença-t-elle, la voix claire et ferme. Et la vérité qui a émergé ici aujourd'hui est profondément troublante. Les preuves suggèrent fortement que M. Reeves ne cherche pas la garde par amour paternel, mais pour un gain financier. Elle tourna quelques pages de ses notes avant de continuer. À la lumière du témoignage de M. Dominguez, combiné aux autres preuves, ce tribunal annule sa décision précédente. La garde temporaire d'Emily et Sophie Morgan est accordée à M. Alexander Reed, pendant que nous menons une enquête plus approfondie sur la conduite de M. Reeves. Alexander ferma les yeux, un soulagement immense le submergea, manquant de le faire tomber de sa chaise.
Michael lui agrippa le bras, souriant largement. De plus, continua la juge, les droits de visite de M. Reeves sont suspendus jusqu'à la fin de cette enquête et la tenue d'une nouvelle audience. Elle lança un regard sévère à Reeves, qui semblait abasourdi. Ce tribunal ne tolérera pas que des enfants soient utilisés comme instrument de chantage. Si ces allégations sont confirmées, vous pourriez faire face à des poursuites pénales pour tentative d'extorsion. D'un coup de marteau, l'audience prit fin. Reeves partit rapidement, suivi de son avocat furieux. Alexander resta assis un instant, absorbant ce qui venait de se passer. « Nous avons gagné », dit Michael en souriant. « Ou du moins, cette bataille. »« Merci », réussit à dire Alexander en serrant la main de Frank, qui semblait tout aussi soulagé. « Allez chercher vos filles », répondit le concierge avec un sourire fatigué. « Elles vous attendent. » La salle d'attente où Emily et Sophie étaient assises avec la famille d'accueil s'illumina dès qu'Alexander entra. Un bref instant, il resta sur le seuil, contemplant la scène, deux petites silhouettes assises sur un canapé, leurs jambes se balançant au-dessus du sol, des dessins étalés sur la table devant elle. « Alex !» Sophie fut la première à le remarquer, son visage se transformant en pure joie. Elle sauta du canapé, courant vers lui. Emily leva les yeux de son dessin, et un sourire plus lent mais tout aussi radieux apparut sur son visage. En un instant, toutes deux se précipitaient vers lui, se jetant dans ses bras ouverts. Alexander les serra fort, les soulevant du sol, sentant leurs petits bras autour de son cou, leur visage pressé contre sa poitrine. À cet instant, le monde sembla de nouveau parfait. « Vous rentrez à la maison avec moi » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Pour toujours » demanda Sophie, ses grands yeux fixés sur lui. « Pour ce qui me concerne, oui » répondit-il en lui embrassant le sommet de la tête. « Pour toujours » La famille d'accueil aida à rassembler les quelques affaires des filles, et bientôt, ils étaient dans la voiture, en route pour la maison. Alexander les observait dans le rétroviseur, bavardant avec enthousiasme de tout ce qu'elles voulaient faire, visiter leur chambre, vérifier leurs jouets, voir si les plantes qu'elles avaient semées dans le jardin avaient poussé. Un sentiment étrange commença à monter dans sa poitrine. Pas seulement du soulagement, mais un profond sentiment de responsabilité. Il était maintenant officiellement leur tuteur, non plus temporairement, mais avec une réelle possibilité de permanence. L'ampleur de cette réalité le submergea comme une vague. Et s'il n'était pas assez bien? S'il commettait des erreurs irrévocables? S'il les laissait tomber, comme il avait laissé tomber Sarah? L'anxiété l'accompagna le reste de la journée, même alors qu'il réintroduisait les filles à leur routine, leur préparait leur dîner préféré et les aidait à réaménager leur chambre. Cette nuit-là, après le bain et déjà en pyjama, les filles demandèrent à dormir dans son lit. Juste pour ce soir, supplia Emily, ses yeux implorants. Pour qu'on sache que ce n'est pas un rêve. Comment aurait-il pu dire non? Ils s'installèrent tous les trois dans le grand lit, Alexander au milieu, une jumelle de chaque côté. Il avait lu l'histoire habituelle, éteint la lumière principale, ne laissant que la lueur douce de la lampe de chevet. Dans le silence confortable qui suivit, Alexander se sentit poussé à partager ses craintes. D'une manière ou d'une autre, il lui semblait important d'être honnête avec elle. « Les filles, » commença-t-il, la voix basse dans la pièce faiblement éclairée. « Je dois vous dire quelque chose d'important. » Toutes deux se tournèrent vers lui, les yeux attentifs. « Je suis très heureux que vous soyez de retour. Plus heureux que je ne l'ai jamais été, » dit-il en marquant une pause. « Mais j'ai aussi un peu peur. »« Pourquoi ?» demanda Sophie, sincèrement confuse. « Le méchant homme ne peut plus nous prendre, n'est-ce pas ? » « Non, ce n'est pas ça, » la rassura Alexander. « J'ai peur de ne pas être assez bien pour vous. De ne pas savoir comment être un bon tuteur. » Il évita le mot père, ne sachant pas s'il en avait le droit. « Je n'ai jamais pris soin d'enfants avant vous. Et vous méritez le meilleur. » Emily se redressa sur un coude, l'étudiant avec un sérieux dépassant ses 5 ans. « Tu nous laisses choisir le dessert parfois. Et tu nous emmènes au parc, » ajouta Sophie. « Et tu sais nous tresser les cheveux. Et nous faire des câlins quand on fait des cauchemars. Et tu nous as appris à faire du vélo. » continuèrent les filles, énumérant à tour de rôle toutes les petites choses qu'il faisait pour elles, chacune si simple et pourtant si profonde. Alexander sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais si je fais des erreurs ?» demanda-t-il quand elles se turent enfin. Sophie haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Maman disait que tout le monde fait des erreurs. Il faut juste dire pardon et essayer de faire mieux. » « Oui » approuva Emily. Elle et sa sœur échangèrent un regard, comme pour confirmer quelque chose d'important.
tu es déjà notre papa, finirent-elles à l'unisson. Leurs mots frappèrent Alexander comme un rayon de soleil après des jours de pluie. Il les attira toutes les deux plus près, les serrant fort, incapable de parler pendant un moment. « Je vous aime », réussit-il enfin à dire. « Tellement. »« On t'aime aussi », répondit Émilie en bâillant. « Jusqu'à la lune et retour », marmonna Sophie, déjà à moitié endormie. Alexander resta éveillé longtemps après que les filles se furent endormies, observant leurs visages paisibles. La peur était toujours là, elle ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Mais il y avait quelque chose de plus fort maintenant, la détermination. La détermination d'être digne de leur confiance, d'apprendre et de grandir avec elle, d'être non seulement un tuteur, mais le père qu'elle croyait déjà qu'il était. « Tu serais fière, Sarah » murmura-t-il dans l'obscurité. « Je te promets, je prendrai soin d'elle. Toujours. » L'automne était arrivé en force. Des feuilles jaunes et rouges dansaient dans la brise avant de se poser doucement sur le sol, créant un tapis multicolore sur l'herbe du cimetière. Le ciel était d'un bleu parfait, sans un seul nuage, comme si la nature elle-même voulait offrir son plus beau décor pour ce moment. Alexander ajusta l'écharpe d'Émilie, s'assurant qu'elle était bien protégée du frais matinal. À côté d'elle, Sophie serrait un bouquet de tournesols, les fleurs préférées de Sarah selon les jumelles. Dans son autre main, elle tenait un dossier rempli de dessins qu'elles avaient soigneusement réalisés la semaine précédente. « C'est encore loin ?» demanda Émilie alors qu'ils parcouraient les allées de pierre entre les pierres tombales et les monuments. « Presque, » répondit Alexander, vérifiant le petit plan fourni par le bureau du cimetière. C'était la première fois qu'il emmenait les filles sur la tombe de leur mère. Dans les mois qui avaient suivi l'obtention de la garde permanente, il avait attendu le bon moment, lorsque toutes les batailles juridiques seraient complètement résolues et que les jumelles se sentiraient suffisamment en sécurité pour affronter cette visite émouvante. Tom Reeves avait disparu après avoir perdu le procès, abandonnant l'appartement et laissant des dettes derrière lui. Les avocats d'Alexander avaient obtenu une ordonnance restrictive au cas où il réapparaîtrait, mais l'homme semblait s'être complètement volatilisé, cherchant probablement une autre arnaque dans un endroit lointain. « C'est ici », dit Alexander, s'arrêtant devant une pierre tombale simple mais élégante. Sarah Morgan, 1990 à 2024. Mère, fille et amie bien-aimée. Son amour perdure dans chaque sourire de ses filles. Alexander avait fait remplacer la plaque municipale d'origine par quelque chose de plus approprié. La nouvelle inscription avait été choisie avec soin, avec la contribution des filles. Sophie s'avança la première, s'agenouillant pour placer les tournesols dans le petit vase à la base de la pierre tombale. « Salut maman » dit-elle doucement. « On t'a apporté tes fleurs préférées. » Émilie resta un peu en retrait, observant avec des yeux sérieux. Alexander sentit son hésitation et posa doucement une main sur son épaule, lui offrant un soutien silencieux. « C'est d'accord » lui chuchota-t-il. « On peut juste rester ici si tu veux. » Émilie secoua la tête, rassemblant son courage, et s'avança pour se tenir à côté de sa sœur. « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vue, maman, dit-elle enfin. Mais on pense à toi tous les jours. » Alexander sentit une boule dans sa gorge. Il avait répété dans sa tête ce qu'il voulait dire, les mots qu'il voulait partager avec Sarah. Mais maintenant qu'il était là, devant sa pierre tombale, avec ses filles à ses côtés, tout semblait inadéquat. « Les filles » commença-t-il après un moment. « J'ai écrit une lettre pour votre maman. Vous voulez l'entendre ?» Les jumelles hochèrent la tête, s'asseyant sur le petit banc de pierre installé à côté de la tombe. Alexander sortit une enveloppe de la poche de son manteau, l'ouvrit avec précaution et déplia une feuille de papier manuscrite. « Chère Sarah » commença-t-il, la voix stable malgré l'émotion. « Cela fait de nombreuses années que nous ne nous sommes pas parlé. Trop nombreuses. Quand nous étions jeunes, tu m'as sauvé de plus de manières que je ne pourrais jamais compter. Tu m'as donné à manger quand j'avais faim, un abri quand je n'avais nulle part où aller, et de l'espoir quand tout semblait sans espoir. » Alexander marqua une courte pause, jetant un coup d'œil aux filles qui écoutaient attentivement. « J'avais promis que je ne te laisserais jamais tomber, mais j'ai rompu cette promesse. J'ai construit une vie de succès et j'ai oublié la personne qui l'avait rendue possible. Il n'y a aucune excuse pour cet abandon, seulement un profond regret que je porterai pour toujours. » Sophie tendit la main et prit celle d'Émilie, un geste instinctif de connexion alors qu'elles entendaient des mots qu'elles ne comprenaient pas entièrement mais sentaient importants. « Le destin, ou peut-être ta main invisible, a guidé tes filles jusqu'à moi. Émilie et Sophie m'ont appris ce qui compte vraiment dans la vie. À travers elles, j'ai redécouvert des parties de moi que j'avais oubliées.
la capacité de rire sans retenue, de m'émerveiller devant de petites découvertes, d'aimer inconditionnellement. Alexander prit une profonde inspiration avant de continuer. Maintenant, j'ai une nouvelle promesse à faire. Je n'échouerai plus. Je promets que je prendrai soin de tes filles comme si elles étaient les miennes. En fait, dans mon cœur, elles le sont déjà. Je promets de les élever avec les valeurs que tu chérissais, la gentillesse, le courage, l'intégrité et la générosité. Je leur raconterai des histoires sur toi tous les jours, pour qu'elles n'oublient jamais la femme extraordinaire qui était leur mère. Il leva le regard vers le ciel bleu un instant, rassemblant la force pour ces derniers mots. Où que tu sois, j'espère que tu peux voir ce que nous construisons, une famille, un foyer, une vie remplie d'amour. C'est le moins que tu méritais, et c'est ce que tes filles auront toujours. Avec un amour et une gratitude éternelle, Alexander. Quand il eut fini, un silence plana sur eux comme une couverture douce. Émilie fut la première à le briser. Maman aurait aimé cette lettre, dit-elle avec assurance. Elle disait toujours qu'il faut dire aux gens qu'on les aime avant qu'il ne soit trop tard. Alexander sourit à travers des larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Elle était très sage. Sophie ouvrit son dossier de dessin, les étalant devant la pierre tombale. « On a fait ça pour toi, maman », expliqua-t-elle. « Celui-là, c'est notre nouvelle maison avec Alex. Celui-là, c'est ma chambre. Et celui-là, c'est nous au parc, en train de faire du vélo. » Chaque dessin dépeignait un moment de leur nouvelle vie ensemble, coloré et plein d'illustrations étonnamment détaillées pour des enfants si jeunes. Le dernier dessin, réalisé conjointement par les jumelles, montrait 3 silhouettes se tenant la main devant une maison, avec une 4e silhouette souriant depuis le ciel, entourée d'étoiles. « C'est toi qui nous regardes, dit Émilie en désignant la silhouette dans le ciel. Alex dit que tu veilles toujours sur nous. » Alexander s'agenouilla entre les filles, passant un bras autour de chacune. « On peut venir ici quand vous voulez pour parler à votre maman. Et on peut lui parler tous les jours, où que nous soyons. Elle peut vraiment nous entendre ?» demanda Sophie, regardant le ciel avec des yeux pleins d'espoir. « Je crois que oui, répondit Alexander. D'une certaine manière, les gens que nous aimons nous entendent toujours. » Ils restèrent un moment de plus, les filles racontant à leur mère leur nouvelle routine, leurs amis à l'école et toutes les choses qu'elles apprenaient. Alexander observait, émerveillé par la façon dont elles parlaient naturellement, comme si Sarah était vraiment là, à l'écoute. Quand le vent se fit plus froid, il suggéra de rentrer. Les filles dirent au revoir en envoyant des baisers vers la pierre tombale, promettant de revenir bientôt. Le matin de Noël se leva avec une douce chute de neige, transformant le jardin du manoir en un paysage de contes de fées. De délicats flocons dansaient dans l'air avant de se poser sur les branches des arbres, créant une couverture blanche sur tout le paysage. Alexander se réveilla au son de rires étouffés et de pas légers s'approchant de sa chambre. Il fit semblant de dormir alors que la porte s'ouvrait lentement et que 2 paires de petits pieds se faufilaient sur le tapis. « Tu crois qu'il est réveillé » chuchota Émilie. « Je ne sais pas, répondit Sophie à voix basse. On dirait qu'il dort encore. On devrait attendre ? Mais je veux voir sa tête quand il ouvrira notre cadeau. »